On va maintenant parler du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, on le sait, est marqué à la fin par la Révolution française. Il y a une explication à ça. Il y a le développement de ce qu'on appelle les Lumières. C'est pas vraiment un mouvement littéraire à proprement parler, c'est un courant de pensée, c'est un mouvement qui se crée en France en particulier et qui va s'étendre dans toute l'Europe au fil du siècle. Donc ce mouvement en France, il naît dans la philosophie d'abord. On va avoir de grands penseurs comme Voltaire, qui est l'auteur d'un dictionnaire philosophique. Ces grands penseurs comme Voltaire vont réfléchir justement à de grands thèmes. Ils vont se demander pourquoi il y a des inégalités, pourquoi on essaye de tout expliquer par la religion au lieu d'essayer de comprendre les choses par la raison et par les sens. Beaucoup de remises en question vont avoir lieu au XVIIIe siècle. Donc Voltaire n'est pas que l'auteur d'un grand dictionnaire philosophique, il est aussi l'auteur de plusieurs contes. Ça c'est un genre particulier, le conte c'est un genre particulier, le conte philosophique. On peut par exemple penser à Zadig, à Candide, à l'Ingénu. Il a écrit beaucoup de contes philosophiques qui sont des textes assez courts, très plaisants à la lecture, qui racontent de petites histoires, qui essayent de délivrer un savoir philosophique. L'objectif principal des Lumières, en réalité, c'est d'éclairer les masses. C'est pour ça qu'on appelle ça les Lumières. C'est qu'en fait, on essaye d'éclairer la lanterne des gens. On essaye d'éclairer les esprits. Parce que jusqu'alors, le savoir, la littérature, etc., c'était un savoir partagé entre une élite, entre des savants. Là, maintenant, ils essayent d'éclairer tout le monde, tout le peuple, tout le monde sans exception. Et c'est donc naturellement que naît l'entreprise de l'encyclopédie en France, avec un E majuscule, portée par Diderot et d'Alembert. Cette encyclopédie, en fait, va essayer de compiler tout le savoir, qu'il s'agit d'un savoir philosophique, d'un savoir en ce qu'on appellerait maintenant en sciences humaines, mais c'est les humanités, c'est comme ça qu'on appelle ça à l'époque, en sciences en général, en médecine, etc. Donc ça va être un ouvrage colossal, entrepris collectivement, qui va chercher à offrir le savoir universel. Essayer d'éclairer tout le monde, d'instruire tout le monde et de cultiver tout le monde. C'est une histoire de partage en fait. Et donc c'est dans cette optique-là qu'on va réfléchir le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est pas seulement les Lumières malgré tout. Il y a des auteurs, en particulier un auteur en France qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, qui a certes beaucoup écrit de choses philosophiques. Il a fait beaucoup de discours, il en a fait un sur l'origine des inégalités entre les hommes. Il a parlé du contrat social aussi, il a fait des choses dans cet ordre-là. Mais on appelle ça le pré-romantisme. Parce que dans les ouvrages de Rousseau un peu plus personnels, on peut penser par exemple aux Confessions ou alors aux Rêveries du promeneur solitaire, où en fait Rousseau va se laisser porter par ses impressions, par ses émotions, par des images en particulier. Et il va écrire une sorte de prose poétique. Il va s'attarder sur la description de la musique que fait l'eau dans un lac, la beauté des feuilles des arbres, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de vraiment romantique en fait. Ça anticipe un petit peu ce qu'on va lire au XIXe siècle. Et Rousseau est le chef de file de ces auteurs-là. Maintenant, on va passer au XIXe siècle, qui est un siècle mouvementé, beaucoup de changements politiques, beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements, beaucoup de mouvements littéraires différents. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord commencer par traiter de la poésie en particulier, et des genres poétiques, et ensuite on parlera du roman. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, au XIXe siècle, on commence par le romantisme. On l'a dit, Rousseau avait un peu ouvert la voie aux romantiques avec une prose poétique particulière. Et en fait, les romantiques, eux, ils imitent un petit peu ce qui se passe en Allemagne déjà au XVIIIe siècle, avec des poètes qui vont parler en fait de leurs sentiments profonds, qui vont parler de la nature, ils vont exalter la nature et ils vont la trouver profondément belle. C'est une poésie de la beauté, mais c'est en même temps une poésie de la souffrance, une poésie du moi. C'est le poète qui s'écoute, qui va partager son expérience à ses lecteurs. Et donc le romantisme, en fait, on va voir ce mouvement naître particulièrement au début du XIXe siècle, et puis il va s'arrêter progressivement jusqu'en 1850, on va dire, où là, quasiment plus personne n'écrit de poésie romantique, à peu près. Encore une fois, c'est schématique, il ne faut pas s'arrêter là, et c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, c'est pour donner un ordre de grandeur.
Dans le romantisme, on va avoir des poètes comme Lamartine, qui a écrit un poème important qui s'appelle Le Lac, une sorte d'archétype du poème romantique. Sauf qu'on oublie souvent que Lamartine n'était pas seulement un poète romantique qui s'écoutait parler et qui parlait du sentiment amoureux, de la nature, tout ça. Il a eu un grand rôle politique au début du 19e siècle, après la Révolution de 1848. On a aussi Alfred de Musset. Alors lui, c'est un romantique un peu particulier, parce que à la fois, il se refuse d'être un romantique, donc il les critique, et en même temps, il les adore, donc il est un peu entre deux chaises. Musset, lui, ça va parler du cœur humain, de la souffrance, de la femme aimée qu'on ne voit plus, qui part, qui blesse, etc. Donc c'est une poésie vraiment de la douleur, mais c'est une poésie aussi, donc toujours de la nature, de ces choses-là. Et enfin, dans le romantisme, on a Victor Hugo. Victor Hugo qui est quand même un grand poète, grand personnage historique en France au 19e siècle, qui va écrire donc de la poésie vraiment romantique au début, qui ensuite va passer par d'autres genres, il va se détacher de la poésie. Il a aussi écrit du théâtre. Donc là, c'est plus du théâtre romantique, on va parler de drame romantique. Il a essayé de révolutionner le théâtre, Victor Hugo, et de proposer des pièces comme Hernani, des pièces en fait qui sont des sortes de drames historiques. Il va s'inspirer de l'histoire, il va faire des pièces très très longues, très compliquées, avec beaucoup de personnages difficiles à mettre en scène, justement pour rompre avec le classicisme du siècle d'avant. Donc il va essayer de tout révolutionner. Il y aura d'ailleurs une bataille autour de la représentation d'Hernani. Les gens vont pas être contents, ils vont se battre au théâtre après la première représentation. En poésie, toujours, on a également ce qui s'appelle le Parnasse. Et le Parnasse, c'est un groupe de poètes. Comme la Pléiade, en fait, au XVIe siècle, le Parnasse, eux, vont essayer d'arriver à une esthétique particulière, à trouver une langue pure, une langue belle, mais une langue qui ne dit pas grand-chose, en fait. C'est une langue de la beauté, une langue sophistiquée et juste belle parce qu'elle est belle. Le chef de file de ce mouvement-là, en poésie, en tout cas, c'est Théophile Gautier, qui a dit dans la préface de Mademoiselle de Maupin, qui est un de ses ouvrages, qu'il fallait faire de l'art pour l'art. Voilà, donc pas d'objectif particulier, en fait on aime l'art et on fait de l'art pour la beauté de l'art. On a également une sorte d'ovni littéraire au 19e siècle, c'est Charles Baudelaire. Parce que ce poète-là, alors déjà en général les poètes au 19e siècle, on a du mal à vraiment les ranger dans des cases parce qu'ils font des choses très variées. Baudelaire, c'est vraiment très compliqué parce qu'il réemploie des tournures poétiques parfaites, excellentes, donc il se rapprocherait du Parnasse par certains aspects. D'un autre côté, il va traiter de la nature, il va parler du sentiment profond du moi, il va écrire des poèmes avec la première personne du singulier, il va dire « je », voilà. Donc ça se rapproche du romantisme. Et en même temps, il y a quelque chose de très nouveau chez lui parce que ça va être le premier poète à s'intéresser à la ville, à l'horreur de la modernité, à des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, Baudelaire peut être compris par une expression qu'il avait donnée dans un projet de postface aux Fleurs du Mal, parce que c'est son œuvre capitale, Les Fleurs du Mal. Il a dit qu'il allait transformer la boue en or. Donc Baudelaire se place comme un alchimiste moderne qui prend le dégoût de la modernité, la ville sale, les gens pauvres, les gens tristes, le ciel gris, etc. pour justement en faire un matériau poétique particulier et faire une poésie proprement belle. Le fait est que Baudelaire a eu énormément de problèmes avec la justice et que lorsqu'il a publié Les Fleurs du Mal, il a eu un procès parce que ses pièces étaient un peu trop crues, un peu trop vulgaire pour l'époque, on va dire. Il traite de sujets parfois obscènes, donc c'est ce qui lui a été reproché. Mais malgré tout, Baudelaire a inspiré d'autres poètes à le suivre dans cette optique, dans cette visée, notamment les poètes symbolistes, parce que Baudelaire a écrit certains de ses poèmes à partir de ce qu'on appelle la synesthésie. Et la synesthésie, c'est une forme de compréhension du monde, en fait c'est le fait de mélanger plusieurs sens à la fois, de mélanger l'ouïe, l'odorat, le toucher. Et Baudelaire a fait des poèmes comme cela, par exemple le poème Correspondance des Fleurs du Mal, où il va dire que les arbres d'une forêt ressemblent à des piliers de temples. Il va tout mélanger justement, beaucoup d'impressions différentes, et justement par la synesthésie et aussi par l'étude des symboles, parler de quelque chose pour parler d'autre chose, voilà, c'est ça le symbolisme. On aura d'autres poètes comme Arthur Rimbaud. Pareil, Rimbaud c'est compliqué à définir parce qu'il a fait beaucoup de choses, c'était un génie qui a écrit dans sa jeunesse très rapidement des choses fabuleuses mais très compliquées à comprendre.
Et pareil, il y a Verlaine qui, même s'il a été romantique au début de sa carrière, a fini par virer dans le symbolisme et à écrire des poèmes de cet ordre-là. Maintenant, on va pouvoir parler du roman au 19e qui connaît un vrai essor. Le roman se développe beaucoup. Alors, il y a des romans romantiques qui existent encore. C'est pas forcément ce qu'on retient le plus du 19e siècle, parce que le cœur en fait du 19e, ça va être l'étude du réalisme. Le réalisme, c'est un mouvement, un courant littéraire qui va cesser d'imaginer de grandes fictions merveilleuses avec des personnages extraordinaires. Voilà, on va s'intéresser aux choses de la vie, aux choses concrètes, aux choses du dehors, aux choses contemporaines. Donc là, on va avoir tout un lot d'auteurs qui vont justement essayer de représenter le réel qui les entoure. On peut par exemple penser à Balzac, qui a écrit une suite de romans et de nouvelles et extrêmement longues qu'il appelle la comédie humaine. Et justement, en présentant la comédie humaine, Balzac dit qu'il veut faire concurrence à l'état civil. C'est-à-dire qu'en fait, il veut lui-même recréer une sorte de mini-société du 19e siècle. Bon, Balzac va surtout traiter de la vie parisienne, il va traiter d'autres choses aussi, mais c'est en particulier ça. Et en fait, quand on lit la saga des romans de Balzac, on a vraiment l'impression d'avoir tout un peuple, tout un état civil sous les yeux en fait. Il va recréer le réel en allant dans les plus petits détails de la vie de son temps. On aura aussi un autre auteur comme Flaubert qui lui est resté marqué par une forme de romantisme par moment, mais qui va écrire des romans à proprement parler réalistes. Le plus connu des romans de Flaubert, c'est quand même Madame Bovary. Madame Bovary, c'est justement un roman qui fait la transition parfaite entre le romantisme et le réalisme, parce que ça parle de Madame Bovary, d'Emma Bovary, un personnage très touchant par ailleurs, mais très particulier, qui rêve d'une histoire d'amour extraordinaire parce qu'elle a été abreuvée de littérature romantique quand elle était jeune. Elle lisait beaucoup de romans d'amour en fait. Et elle se rend compte au fur et à mesure que sa vie est vraiment décevante. Elle va être confrontée à la réalité des choses, au fait que son mari n'est pas intéressant, n'est pas très intelligent, n'est pas forcément l'homme le plus riche qui soit. Et elle va errer d'amant en amant, de déception en déception, de ruine en ruine, jusqu'à causer la ruine de son foyer en fait, parce qu'elle s'est créé un monde de toutes pièces en achetant des meubles hors de prix. Elle finit ruinée, elle finit par se suicider. Et voilà, c'est un roman qui parle justement de la déception romantique face à la réalité. Comme Baudelaire d'ailleurs, parce qu'ils ont eu un procès la même année pour ça. Flaubert a eu un procès pour Madame Bovary, justement parce que on estimait que c'était trop réel, que ça touchait trop au réel et que ça ne restait pas dans le cadre de la littérature qui devait être jolie, belle, mignonne, fictive. Et donc il y a eu un procès pour atteinte aux bonnes mœurs pour Madame Bovary, et Flaubert s'est défendu en disant que lui n'était qu'un romancier et qu'il ne proposait pas de jugement de valeur et qu'il ne faisait que raconter l'histoire de Madame Bovary. Et justement, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, de dire qu'en fait, Madame Bovary, ça critique rien, ça montre le réel. Et enfin, comme autre auteur réaliste qu'on peut citer, il y a Guy de Maupassant, qui lui s'est beaucoup illustré dans les nouvelles, des récits très brefs avec une chute toujours très surprenante. On peut par exemple penser à La Parure, c'est quelque chose qu'on étudie assez facilement au collège ou au lycée, où on a le récit d'une femme qui se rend à une réception, qui perd un collier qu'elle croit d'une valeur inestimable, et elle va essayer de le rembourser à l'ami à qui elle l'a emprunté. Elle crée des dettes, elle travaille toute sa vie, elle trime, voilà. Et puis, épuisée par la vie, à la fin, elle rencontre à nouveau cette amie et elle lui dit qu'elle lui avoue tout, qu'elle a dû travailler et tout. Et puis son amie lui dit que le collier qu'elle a perdu en réalité n'était qu'une copie, c'était un collier en toc et qu'elle s'est ruinée pour rien. Donc c'est ce genre de choses qu'écrit Maupassant avec des chutes abruptes, avec des effets de réel assez marquants. Il parle beaucoup de la pauvreté, il va parler de la bourgeoisie parisienne et il va aussi parler du milieu paysan normand, parce que lui-même était normand. Et puis il n'écrit pas que des nouvelles, hein, il écrit des romans aussi. Il y a un roman fondamental de Maupassant qu'on peut citer, c'est Bel Ami, où en fait il va décrire l'ascension sociale d'un jeune homme qui arrive à s'élever par ses relations successives avec différentes femmes, soit en tant qu'amant, soit à la fin en réussissant à se marier enfin.
Donc voilà, donc ce sont des récits vraiment prenant aux prises avec le réel. Et justement, un autre courant qui va dépasser encore d'un cran le réalisme, c'est le naturalisme. Alors ça, c'est le propre des frères Goncourt, qui ont donné leur nom au prix littéraire français, par leurs journaux, par des choses, des romans aussi, les Goncourt écrivaient ça. Mais c'est surtout Zola qu'on va retenir, Émile Zola, qui lui a écrit des romans naturalistes, c'est-à-dire que le romancier arrête de rester uniquement dans son atelier à réfléchir et à inventer des choses, c'est-à-dire qu'il va se doubler d'être un journaliste, un observateur, un scientifique. En fait, il va étudier les choses au plus profond pour pouvoir en dire quelque chose de scientifique. Donc même si Zola a écrit les Rougon-Macquart et que c'est une succession de romans fictifs, il va y avoir tout un tas d'observations, oui, vraiment accrues, minutieuses. On peut par exemple penser à Germinal, un roman des Rougon-Macquart de la saga, où l'action se situe autour d'un bassin minier. Et bah pour ce faire, Émile Zola s'est lui-même rendu dans des mines, a pris des notes pour pouvoir en parler avec précision et avec des détails.